Alors, je m'appelle Stéphane Riouchet, donc je suis médiateur culturel au musée de Saint-Romain-en-Galles, et mon parcours, donc j'ai fait des études d'archéologie sur Lyon jusqu'à la maîtrise que j'ai passée en 1995, et puis après je suis venu travailler ici au musée. Et au niveau des fouilles archéologiques, j'en ai fait beaucoup pendant mes études. Quasiment tous les étés, j'allais sur des chantiers de fouilles en France. J'ai pas fait de campagne de fouilles à l'étranger, mais c'était des chantiers de fouilles d'archéologie terrestre. C'était pas du sous-marin ou du subaquatique. Par contre, c'est quelque chose que j'aurais bien voulu faire dès le moment où je me suis inscrit à la fac. Parce que j'étais à Lyon 2, il y avait un club de plongée sous-marine, je sais pas si ça existe toujours. Et malheureusement pour moi, quand je m'y suis inscrit quand j'ai voulu m'inscrire en 91, il était déjà complet. Donc du coup, j'ai un peu abandonné ce côté-là. Et donc par contre, j'ai fait beaucoup d'archéologie terrestre, surtout sur la période gallo-romaine du coup. Et puis après, juste de l'autre côté du musée, de l'autre côté de la rue, il y a une piscine municipale. Et j'ai une copine qui faisait de la plongée. Et donc du coup, je me suis inscrit au club de plongée et j'ai commencé la plongée, mais loisir. Donc pour aller voir les poissons et ce genre de choses, balade sous-marine. Et puis donc après, j'avais laissé un petit peu l'archéologie subaquatique de côté. Et puis en 2011, il y a eu une autorisation de fouille pour fouiller sur les vestiges des ponts romains dans le Rhône. Et donc j'ai eu la chance d'y participer 2 fois, en 2013 et 2014. Donc c'était organisé par le DRASM. C'est Yves Billot qui dirigeait les campagnes de fouilles. Il est ingénieur de recherche. Donc au DRASM, c'est le département de recherche en archéologie sous-marine et subaquatique. Et donc lui, il est responsable de tout ce qu'on appelle les eaux intérieures. Donc fleuves, rivières, lacs, etc. Alors il faut déjà tout l'équipement de plongeur. Et puis dans le Rhône, beaucoup avaient des combinaisons étanches, parce que l'eau n'est pas très propre. Elle n'était pas froide, mais bon, c'est vrai que c'est pas la mer Méditerranée. Des gants. Et puis des gants assez solides pour pas se couper avec des choses, parce que c'est un peu le dépotoir. Dessous, ça nous est arrivé de passer par-dessus un scooter, un reste de bicyclette, des vieux matelas. Il y a plein de choses qui traînent au fond du Rhône. Puis il y a plein de choses rouillées aussi, donc faut pas se couper. Donc des gants, de l'éclairage aussi. Et puis après, les outils, truelles, décamètres, tablettes avec crayon papier pour écrire sous l'eau, appareil photo, tout le matériel de l'archéologue. Et puis aussi on a un aspirateur pour pouvoir enlever les sédiments sous l'eau. Ce qu'on trouve le plus souvent, c'est des morceaux de poterie. C'est les objets qu'on trouve en plus grande quantité. Et puis après, les structures, ça dépend un petit peu des vestiges qu'on découvre. En gallo-romain, il y a beaucoup de maçonnerie, de murs, de mosaïques aussi, ça peut arriver. Et puis la période gauloise, c'est plus des structures en terre et bois, donc il y a pas mal de choses qui ont disparu. Donc on parle plutôt de négatifs, de traces, de couleurs différentes dans la terre qui permettent de repérer des structures. Alors du coup, j'en ai fait qu'une dans le Rhône, juste ici à Vienne, sur les vestiges d'un des ponts romains qui existait ici à l'époque. Donc on était à 30 mètres du bord, côté rive droite, côté Sainte-Colombe, et on était à 8 mètres de profondeur, avec une visibilité quasiment nulle, des fois beaucoup de courant. Alors en fonction du courant, on peut ou pas travailler aussi. Et donc on faisait des sessions de 1 heure de travail, en binôme toujours. Et ça a été principalement des relevés. On a trouvé en fait les restes des fondations du pont. C'est des pilotis en bois qui font un diamètre de bien 30 cm. Et il y a simplement le haut du pilotis qui dépasse. Tout le reste est enfoncé dans le fleuve. Et il y avait à peu près 300 pilotis. Et c'était juste la base d'une des piles d'un des ponts. Donc on a cartographié un petit peu tout ça. Et puis un petit sondage aussi qui a été fait, pour essayer de trouver justement du matériel, des céramiques, pour arriver à dater. Alors pour dater, on a aussi scié certains pieux, pour arriver à faire de la dendrochronologie, système de datation sur les morceaux de bois. Donc ça permet d'avoir une idée un petit peu de la date de la construction de ce pont.
Quand on faisait la cartographie, on avait un plan sur une tablette. Alors les pilotis avaient été numérotés sur des étiquettes avec un clou. On avait numéroté tous les pilotis. Et puis après, on avait tendu des fils pour faire une sorte de carroyage et pour pouvoir cartographier, relever tous les pilotis les uns par rapport aux autres. Donc on prenait un pilotis de référence et puis on tendait le décamètre et on prenait tous les pilotis qui étaient à proximité pour pouvoir le reporter sur un plan après, pour avoir vraiment le plan d'ensemble de tous ces pilotis qui correspondaient à cette pile de pont. Et 3 semaines de fouilles, donc sur 3 ans, mais que 3 semaines à chaque fois. Donc là, c'était vraiment concentré sur la problématique des ponts pour la ville de Vienna. Oui. Donc c'était vraiment très localisé comme endroit. Il n'y a pas eu de prospection faite ailleurs. Donc on ne sait pas s'il y a certainement d'autres choses, mais pour l'instant, ça... Ah ouais, c'était très intéressant. En plus, ça faisait très longtemps que j'avais un peu abandonné l'idée, du coup. Et puis là, le fait que ça se passe ici, à Vienne, c'était l'occasion. Et c'était très intéressant, effectivement. Ouais. Alors après les fouilles, il va y avoir l'étude de toutes les données qui ont été prises. Donc de mettre au plan tous les plans, les bois qui ont été sciés, de les emmener chez des spécialistes pour qu'ils puissent faire justement cette fameuse technique de dendrochronologie pour la datation. Si on a de la céramique, on peut faire appel à d'autres spécialistes, des céramologues. Et puis il va falloir faire le rapport de fouille. À chaque fin de campagne, il faut faire un rapport de fouille pour expliquer un petit peu tout ce qui a été fait, ce qui a été trouvé, les conclusions et puis surtout les interrogations, parce qu'il y en a souvent beaucoup aussi, pour pouvoir prévoir la campagne suivante. Là, les anecdotes dans le Rhône, c'est vraiment la visibilité qui est... on ne voit pas à 1 mètre devant soi, au mieux. Donc on se mettait vraiment à l'eau le long du quai, à la verticale du quai, et puis après on avait tendu un fil rouge, un fil d'Ariane, pour arriver 30 mètres plus loin sur le site de fouille. Et puis après c'était vraiment du tâtonnement, il faut rester vraiment collé à son binôme. On a vite fait de se perdre, vu la visibilité qu'il y avait. Et puis ce qui était un peu impressionnant aussi, c'était le bruit des péniches qui passaient au-dessus. Surtout qu'on est juste à l'endroit où les bateaux de croisière tournent et s'amarrent en face à Vienne. Donc des fois, ça faisait pas mal de bruit, c'était assez impressionnant. Ah ouais, on entend très très bien. On a l'impression qu'ils sont vraiment juste au-dessus de la tête. Après, on n'a pas vu de sciures ou de grosses bêtes particulières. Quelques petits poissons qui passaient de temps en temps, mais un castor une fois, mais bon, il était en surface, juste avant de plonger, mais sinon... Puis après, à part tous les détritus qu'il y a au fond, où c'est... on s'aperçoit vraiment que c'est pas très... c'est une sorte de poubelle, en fait. On n'a pas eu de carcasse de voiture, mais on voit pas mal de choses, quand même. Ouais.